Abou Balo, je veux parler de Ladji Lameitus Meïté, je veux parler du Cyclone et de toutes ces personnes qui sont avec nous en ce moment. Nous sommes aujourd'hui le 16 février 2023 et vous êtes sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité 2. Et c'est un énorme plaisir de partager le peu que nous savons, mais surtout nous sommes dans une posture d'apprendre avec tout le monde parce que c'est ça le rôle de la classe Éclaireur Pro Vérité. Avant d'entamer les différents sujets de la journée qui sont au nombre de 4, j'aimerais donner quelques nouvelles rapides du pays pour dire à ceux qui ont choisi le métier de bandit, de brigand, de philistin, de pharisien pour devenir des problèmes à notre société. Je veux parler des Nyambro. Sachez que la police de la Côte d'Ivoire ne va plus vous faire cadeau. Depuis de nombreuses années, vous êtes en train de brigander la population. Les populations qui se déplacent à travers la Côte d'Ivoire. Dès qu'elles descendent à des différentes gares, soi-disant droit de sol, vous empêchez les gens de sortir, vous bloquez leurs bagages, vous violentez les gens, juste du vol pur et simple. Aujourd'hui même, jeudi 16 février 2023, la police a eu à arrêter 22 brigands, Nyambro ou scélérats comme vous le voudriez, à Adjamé. Ces individus impénitents, ces gens même qui auraient fait honte au prophète Jésus-Christ parce que les pharisiens et les philistins étaient mieux que ces gens-là qui vivent sur le dos de nos pauvres populations. Le droit de sol, c'est quoi? Quand tu quittes par exemple Boaké, que tu descends à Djamé là, avant de quitter la gare là, eux ils t'arrêtent. Ils disent ton bagage, ils disent tu es arrivé à Abidjan là, tu es descendu là, tu vas payer droit de sol. Ça c'est du pire brigandage, de la barbarie. Il faut que ça cesse. Et aujourd'hui donc, ils ont arrêté 22 parmi ces scélérats à Adjamé. Il faut que la police continue. Tolérance zéro. Et même aussi, je le dis, le phénomène des Nyambro, des syndicats, il faut traquer tous ces brigands. Parce que c'est eux qui font que le transport devient cher. C'est eux qui font que les chauffeurs paniquent à cause des pressions qu'ils mettent sur les chauffeurs. Et les chauffeurs roulent à tombeau ouvert pour faire des accidents. C'est encore ces mêmes brigands là encore. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de permis, ils n'ont pas de droit d'exercer. Mais eux, ils gagnent plus que les propriétaires de voitures. Eux, ils gagnent plus que les chauffeurs. Et tout ça parce qu'ils augmentent le prix des transports. À partir de 16 h, si tu dois aller à Djamé, si tu dois aller à Bergerville, ou bien si tu dois aller à Yopougon, le transport qui te coûte 200 francs devient 500 francs, souvent 1000 francs. Voilà des gens comment eux vivent. Et ça, il faut que ça cesse. Et nous saluons et encourageons sans réserve l'attitude de la police nationale de traquer ces brigands, ces mercenaires sans pitié. C'est vraiment important. La deuxième chose que nous allions évoquer avant de tomber dans le vif du sujet est une vidéo que j'aimerais faire écouter à tout le monde ici. Et elle existe déjà sur nos différentes pages et vous pouvez la suivre. Et donc, on écoute la vidéo rapidement. Voilà, bonsoir chers tous. L'arrivée encore de la carte de séjour fait beaucoup de là. Je vois des blogueurs d'autres pays, Mali, Guinée, qui sont en train de parler Burkina surtout. Mes frères,
Il y a beaucoup de pays dans la sous-région là. Il y a Togo, il y a Bénin. Si ça ne vous arrange pas, partez là-bas. Ou alors rentrez chez vous-même. Restez chez vous un jour. Parce que ici en Côte d'Ivoire, là, la justice ivoirienne est toujours limpide. Quand il y a litige, même des litiges fonciers, quand il y a problème entre Ivoirien et un étranger, celui qui a raison, on lui donne sa raison. On n'a jamais dit passer lui, c'est un Ivoirien, il a tort. Non. Mais ce qui fait marquer la différence entre vous et nous, c'est la carte de séjour. Vous avez dit que nous sommes endettés, non? C'est votre argent là. L'argent de carte de séjour, 300 000 là, on va prendre pour payer nos dettes là. C'est là où vous attendez. Des pays pushistes comme ça, d'après eux, ils créent la fédération. C'est-à-dire Burkina, Guinée, Mali, tous ces trois pays-là, les présidents ont fait tous des coups d'État. Quelqu'un va passer son temps à faire campagne, passer dans les provinces, dans les campements, prendre des millions, convaincre les gens, il va partir aux élections, on va les lire, et vous allez venir l'enlever en une fraction de seconde en coup d'État. C'est ça la CEDEAO veut censurer. Vous dites que vous quittez la CEDEAO. Vous allez créer fédération. On vous attend au tournoi, on sait que vous êtes des pays pauvres. On dit maintenant la carte de séjour à 300 000 pour ceux qui ne sont pas de la CEDEAO. Même français, mais on peut faire cadeau, c'est notre pays à nous. On fait ce qu'on veut. Et c'est vous aujourd'hui, ça m'étonne. Vous les étrangers aujourd'hui qui disent non, Gbagbo a annulé la carte de séjour. Ce n'est pas le même Gbagbo qui a été extradé à la CPI parce que d'après vous, il tuez les étrangers. C'est lui aujourd'hui, vous parlez bien de lui. Vous n'avez rien compris encore. Demandez à tout bon Ivoirien, que ce soit opposant, parti au pouvoir, tous les politiciens ivoiriens sont anonymes pour la carte de séjour. Vous ne savez pas. Parce que les 46% des étrangers là, ça nous gêne nous-mêmes. Donc c'est une manière même de vous diminuer, vous allez rentrer chez vous. Tous ces fonds, tout ce qu'on est en train de développer ici, c'est votre argent qu'on va prendre pour payer nos dettes là. On vous attendait là. Des pays qui sont affamés comme ça, vous allez créer la fédération. Vous pouvez tenir dedans. Ah, si vous avez pitié de vous-même. Et puis on crée nos cas de séjour, ça vous fait mal. Les Français là même, normalement, ils devaient être cadeaux. Parce que nous, on vit sur le joug français. Vous vivez sur le joug, chose, non comment on appelle, russe, non? Dites aux Russes même de ne pas payer cas de séjour, de prendre même tout vos vies là. Ça, c'est vos problèmes. Nous, on fait ce qu'on veut, c'est notre pays à nous. Voilà. Donc, vous êtes là, vos brûlent, on s'en tape, on s'en fout. Rentrez chez vous si vous êtes content. Restez chez vous là-bas. Ça va permettre maintenant de ne pas rentrer faufiler dans les camions de bœufs pour venir ici en Côte d'Ivoire. Ça va permettre maintenant de connaître la différence entre étrangers et ivoiriens. Oui, il faut connaître. Même en France, vous ne payez pas carte de séjour là-bas. Même il y a un pays ici, là, Gabon a fait 600 000 là. Pourquoi vous ne vous plaignez pas? On fait ce qu'on veut. Vous nous emmerdez à la fin là. Rentrez, restez chez vous là-bas. J'attends quelqu'un qui a fait vidéo, j'ai attrapé une bonne partie et puis il fait pour la vie, vous allez comprendre ce qu'il vous dit encore. Mais... Donc, mesdames et messieurs, nous passons directement au vif du sujet. Et le premier sujet du jour a pour titre divorce, changement de régime, dot, contribution des époux à la vie du foyer. Attention, tout a changé. C'est un sujet qui est important. Il faut donc écouter avec beaucoup d'attention. Cet aspect de la loi avait fait couler beaucoup d'encre en son temps. Désormais, les choses sont assez claires dans l'esprit de tous. L'article 1 de la loi définit le mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme célébrée par devant l'officier de l'état civil. Première chose qu'il faut comprendre, les PD qui étaient contents, les tapettes qui pensaient que Alassane Ouattara va dire aux gens maintenant, les PD peuvent se marier en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la loi dit, mariage là, c'est qu'eux savent là, c'est quand un homme avec une femme vont devant l'officier civil de l'état civil, c'est-à-dire vont à la mairie, devant l'adjoint au maire ou même le maire pour dire on s'aime, on va se marier et puis on va faire des enfants. C'est ça que la Côte d'Ivoire reconnaît comme mariage. Nous, on ne reconnaît pas les mariages de Jean-Pierre Bengonon comme au Cameroun. Nous, on n'est pas dans ça ici. Et je crois que c'est clair. Et donc, ceux qui avaient pris le malin plaisir de dire qu'Alassane Ouattara a légalisé l'homosexualité, je suis au regret de vous dire que ça, c'était dans votre imaginaire. Voilà la définition du mariage en Côte d'Ivoire, je le répète. L'union d'un homme et d'une femme. Un homme, c'est le masculin, c'est comme c'est que la voix que vous entendez là. Moi, je suis un homme. Maintenant, une femme, c'est féminin. Quand on met masculin et puis féminin ensemble, là, homme là, humain là, c'est ça qui est mariage en Côte d'Ivoire. C'est pas comme au Cameroun où des gens s'en vont se marier parce qu'on a payé porc pour donner à leur village. Ou Jean-Pierre Bengonan s'en va se marier à un Suisse. Non, la Côte d'Ivoire est un pays propre. Et donc, c'est ça.
Ça, c'est la première chose qu'il fallait dire aux gens. Cet article institue là clairement un mariage mixte et monogame. Et donc, contrairement à l'ancienne loi qui pouvait donner lieu à plusieurs interprétations et autres polémiques, la tribune hebdomadaire du Centre d'information et de communication gouvernementale, en abrégé CICG, Tout savoir sûr, dont il était l'invité, M. Trabi Botti Jérôme, sous-directeur de la législation, à la direction des études de la législation et de la documentation du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est longuement prononcé sur la nouvelle loi relative au mariage. Il a tenu cette conférence à Abidjan, au plateau, le 14 février 2023, le jour de la Saint-Valentin dédié aux amoureux. C'était l'occasion idéale pour les futurs époux de s'imprégner des nouvelles dispositions de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019. Premier point, sinon deuxième point à retenir, pas de mariage avant 18 ans révolus. Ça veut dire quoi? En Côte d'Ivoire, après ce que je vous ai expliqué, qu'il n'y a pas de mariage pédé là. Deuxième chose, en Côte d'Ivoire, si tu dois te marier là, si tu as 18 ans 00, tu ne peux pas te marier en Côte d'Ivoire. Il faut que tu aies 18 ans un jour. Il faut que tu aies dépassé l'âge de 18 ans. Il faut que tu aies 18 ans, 001 seconde, 2 secondes, 3 secondes. Sinon, tu ne peux pas venir te lever comme j'ai 18 ans là, comme c'est droit de l'homme là, comme c'est... Tu ne peux pas. Voilà, c'est ça on te dit. Donc là, il faut avoir 18 ans, 00001 avant de pouvoir te marier. Et donc, s'agissant toujours des conditions du mariage, selon la nouvelle loi, l'âge nubile de l'homme et de la femme est harmonisé à 18 ans révolus. L'ancienne loi autorisait l'homme à se marier à 20 ans révolus et la femme à 18 ans accomplis. Dans l'ancienne loi, là, un homme, là, un garçon, là, tu ne pouvais pas te marier avant l'âge de 20 ans. Il fallait avoir 20 ans et plus. Et pour la femme, c'était 18 ans. Mais maintenant, là, que tu sois homme ou femme, vous pouvez vous marier à partir de 18 ans révolus, c'est-à-dire 18 ans 0,001. Les dispositions de l'article 2 interdisent le mariage précoce. Les djoulas qui aiment marier les enfants, oui, je dis, si vous n'êtes pas content, c'est votre problème. Les djoulas avec les musulmans qui aiment marier les gens, ah non, c'est Dieu qui a dit, oh, ils prennent leur fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans pour marier là. Si vous faites ça, on va vous attraper puis vous mettre en prison. Je parle à nos parents djoulas, à nos parents musulmans. Eux, quand on leur parle là, ça rentre, ça sort, ils n'écoutent pas. La nouvelle disposition de la loi dans l'article 2 dit, tu prends ta fille. Ah non, comme c'est ça, je vais donner un mariage là. Si elle n'a pas 18 ans là, si elle s'en va poser plainte contre toi là, on t'attrape, on te fout en prison. Toi, l'imam qui a célébré le mariage là, si on t'attrape, généralement nos parents chrétiens ne font pas ça. Ce sont les musulmans qui font ça. Après encore, on va dire que je suis islamophobe, alors que c'est la vérité. Je ne suis pas islamophobe. Je dis seulement ce qu'il faut vous faire mal parce que c'est la vérité. Est-ce que vous ne faites pas les mariages précoces? À partir de maintenant, là, tu as fait ça, là, on va t'attraper, on te fout en prison. C'est ce qu'on est en train de te dire. Si tu ne savais pas, tu as entendu ça maintenant. Si je parle comme ça en français simple, là, c'est pour que vous compreniez très bien. Si je vois quelqu'un au quartier en train de faire un mariage précoce, là, je vais te signaler, on va t'arrêter, on va te mettre en prison. Toi qui es une fille, on t'a forcé, on t'a donné un mariage précoce, tu n'as pas 18 ans là. Faut même pas chercher à faire quelque chose. Faut attendre le jour qu'ils ont fini là. Tu te lèves un matin, tu t'en vas, tu te dis, je n'ai pas 18 ans, voilà mon extrait de naissance. Ton papa ou ta maman ou celui qui a célébré le mariage là, l'imam ou tout, on les prend, on les fout en prison. Ça c'est quoi ça? Même si vous-même là, c'est Dieu qui vous a dit de faire mariage précoce. C'est Dieu qui vous a dit de faire mariage précoce. Voilà des gens par incapacité, par cupidité, qui utilisent la religion pour commettre n'importe quoi et qui viennent dire non, 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 c'est ça qui est bien haut. Et puis, dans la loi ivoirienne là, il n'y a pas polygamie aussi dedans. Ça aussi, il faut que je vous signale ça aussi.
Et donc, désormais, l'incapacité physique de l'autre époux à consommer le mariage ou son indisponibilité à procréer, connue par ce dernier avant le mariage, n'est pas valable et est susceptible d'entraîner l'annulation du mariage. Ça veut dire quoi? Avant le mariage, là, si soit la femme ou bien l'homme n'arrive pas à faire enfant là, et qu'avant le mariage on sait là, on peut donc arrêter ce qui allait être leur union. Soit l'homme ne peut pas procréer, ou bien c'est la femme. En ce moment, donc, cela peut entraîner, est susceptible. Ça veut dire ça peut entraîner. Parce que des gens aussi, ils disent qu'ils n'aiment pas faire enfant. C'est pourquoi il y a l'acte de susceptibilité. Ça veut dire on peut entraîner l'annulation du mariage. Mais il y a des gens, comme on vit dans un monde bizarre aujourd'hui, ah, moi je ne veux pas d'enfant. Si toi, ta maman et ton papa ne t'avaient pas accouché là, est-ce que toi tu allais avoir le choix de dire que tu ne veux pas d'enfant? Mais toujours est-il qu'on est dans un monde où il y en a de tout. Donc, cela est susceptible d'annuler le mariage. C'est possible. Désormais, la femme qui veut se marier avant l'écoulement de ces 300 jours dispose d'une seconde possibilité qui consiste à faire établir par un médecin qu'elle n'est pas en état de grossesse. Maintenant, en Côte d'Ivoire, si ton mari meurt et que tu veux te remarier, la loi de la Côte d'Ivoire dit qu'il faut attendre 300 jours. Et pourquoi il faut attendre 300 jours? On veut vérifier si tu n'es pas enceinte, si tu n'es pas en grossesse, avant de faire ça. Et donc, les 300 jours là, il y a une possibilité de ne pas attendre les 300 jours. Tu peux demander à un médecin de faire une analyse pour établir que tu n'es pas en grossesse. Ça, c'est dans l'article 6. Si on prouve que tu n'es pas en grossesse, en ce moment, donc, tu peux ne pas attendre les 300 jours, tu peux te marier. Si j'explique ça simplement comme ça, c'est pour que les uns et les autres comprennent. Parce que le gouvernement va vous limer correctement dedans. Surtout les doulas avec les musulmans. Là. Donc, quand on va vous attraper, puis vous foutre en prison, là, et puis vous coller des amendes, là, ne venez pas dire que vous n'avez pas entendu. C'est pourquoi je dis ça en français simple, pour qu'on soit à la même longueur d'onde. Un autre changement, c'est qu'il y a maintenant un troisième régime matrimonial. Contrairement à l'ancienne loi qui comportait 2 régimes matrimoniaux, la nouvelle loi institue désormais un troisième. Les régimes matrimoniaux, là, il y avait séparation des biens et puis il y avait biens en commun. Séparation des biens, là, ça veut dire on est mariés, mais nos biens, là, madame a pour elle, monsieur a pour lui. Communauté des biens, ça veut dire on est mariés, là, on met tout ensemble. Maintenant, il y a un troisième régime qui est là maintenant. Donc, on écoute et on explique. Outre la communauté des biens, réduite aux acquêts et la séparation des biens, le contrat de mariage par acte notarié vient renforcer le dispositif. Maintenant, il y a un autre régime matrimonial qu'on appelle le contrat de mariage par acte notarié qui s'ajoute maintenant à la séparation des biens et aux biens en commun. Ce contrat est une convention dûment rédigée par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage, à l'article 59. C'est un contrat. Ça veut dire que vous n'êtes ni dans séparation des biens, vous n'êtes ni dans communauté des biens, mais vous partez devant un notaire et puis vous trouvez un terrain d'entente pour dire, bon, nos biens qui sont là, voilà comment on va gérer ça, voilà comment ça va se passer. Et donc, quand vous faites ça, le notaire va donc valider ça et garder ça. Convention faite par devant un notaire devant figurer dans le registre de mariage et prend effet à compter de la date de la célébration du mariage. Et donc, cette convention, une fois qu'elle est faite là, elle prend effet à partir de la date du mariage. A expliqué le conférencier. Sur la même question, il précise que lorsque les époux désirent changer de régime matrimonial, ils doivent attendre
après 2 années d'application du régime adopté et la requête en changement de régime matrimonial peut être présentée soit par les 2 époux ou soit par l'un des 2 époux. Maintenant, il peut arriver qu'on ait décidé, par exemple, qu'on veut changer notre état matrimonial. On veut passer d'un... Il y a 3 déjà qu'on a expliqué, communauté des biens, séparation des biens et ce qui se passe devant un notaire comme une convention. Si maintenant je ne veux plus, on avait décidé peut-être de faire communauté des biens ou bien de faire séparation des biens ou bien de faire la convention devant un notaire, si je veux changer ou bien si nous voulons changer, en ce moment, on doit attendre 2 ans. On ne peut pas changer. Tu ne peux pas décider chaque semaine tu vas changer. Tu attends 2 ans. Quand 2 ans va finir, vous faites la demande. Et lorsque maintenant les autorités seront prêtes, maintenant, elles vont vous appeler, vous allez venir discuter. Ça se retrouve dans l'article 62. Alors qu'avant, dans l'ancienne loi, on exigeait uniquement que la requête soit faite par les 2 conjoints, c'est-à-dire le monsieur et la femme. Dans cette nouvelle loi-là, maintenant, l'un ou l'autre peut le faire. On n'a pas besoin des 2 pour le faire. Dans le régime de communauté des biens désormais, le cautionnement d'un tiers, l'emprunt, c'est-à-dire un prêt bancaire, ne peuvent être accordés à un époux sans l'accord de l'autre. Aussi, peu importe le régime, quand un des conjoints refuse de contribuer aux charges familiales, il peut désormais y être contraint par le juge. Ça veut dire quoi? C'est là que nos parents... Aujourd'hui, vous m'excusez, mais les doulas, vous allez prendre balle ici. Il y a des ethnies en Côte d'Ivoire, là, eux, ils n'aiment pas s'occuper de leur famille. Je ne vais pas citer des noms pour blesser. Mais il y a des ethnies en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît, et vous saurez où je vais. Et leur fierté, là, c'est quand les femmes savent travailler pour nourrir l'homme. On dit, la nouvelle loi, là, c'est fini. Toutes les femmes qui travaillent pour nourrir leur mari et leurs enfants, là, on dit mariage, là, c'est les 2 qui contribuent. Les 2 donnent à la hauteur de leur capacité. Maintenant, si toi, tu dis, non, moi je ne veux pas m'occuper des femmes. Ou bien, toi, la femme, moi, je ne veux pas m'occuper de ma famille, là. Si on peut poser plainte contre toi, celui qui refuse de contribuer aux charges familiales, là, on peut poser plainte contre la personne. Et donc, faites beaucoup attention. Une autre réalité qui change. Plus de célébrations hors de la commune de résidence. Dans son exposé, le magistrat Trabi Boti Jérôme a informé l'opinion que le lieu de célébration du mariage est, en principe, le siège de la circonscription d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux. Cependant, le mariage peut être célébré en autre lieu prenant en compte 3 hypothèses et conditions. Sur autorisation écrite du procureur de la République, l'officier de l'état civil, c'est-à-dire l'agent de la mairie, peut célébrer un mariage en un lieu autre que le siège en restant à l'intérieur de sa circonscription d'état civil. En cas d'empêchement grave, le procureur de la République peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux. Ce domicile ou cette résidence doit être situé dans les limites du ressort territorial de la circonscription ou du centre d'état civil. Et en cas de péril imminent, de mort de l'un des époux ou des futurs époux, l'officier de l'état civil peut, sans autorisation ni réquisition du procureur de la République, se transporter au domicile ou à la résidence de l'un d'eux ou en tout autre lieu pour y célébrer le mariage, a-t-il exposé. Pour faire simple, la loi proscrit désormais les mariages hors de la commune de résidence. Une tendance qui a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est en 1964 que la loi de la Côte d'Ivoire s'est dotée pour régir les rapports matrimoniaux établis par les personnes vivant sur son sol. Cette loi fait l'objet de 2 révisions de la loi numéro 83-800-800 du 2 août 1983 et avec la loi numéro 2013-33 du 25 janvier 2013. Cette nouvelle loi consacre donc toutes ces innovations qui portent essentiellement sur le renforcement de l'égalité entre l'homme et la femme dans le mariage, la prise en compte effective des intérêts supérieurs de la famille et le renforcement de la protection de l'ordre public. S'agissant des effets du mariage, le conférencier a indiqué que la cohabitation présente un danger, si la cohabitation présente un danger physique ou moral pour l'un des époux,
celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée. C'est une mesure qui vise à assurer et à renforcer la protection des époux et des autres membres de la famille contre les violences physiques et psychologiques. Certainement qu'on ne pourra pas tout expliquer puisqu'on est aussi pris par le temps du travail. Mais je crois que la lecture est simple et les gens peuvent comprendre ou peut-être après poser rapidement des questions. Un autre facteur qui change, la liberté dans l'usage du nom de l'époux. M. Trabi-Boti Jérôme a également indiqué que pour ce qui est de la reconnaissance d'un enfant hors mariage d'un homme alors qu'il est marié, l'enfant ne peut porter son nom qu'avec l'acte du commissaire de justice et du consentement de sa femme. Ça veut dire quoi? Si moi je m'appelle éclaireur, j'ai eu un enfant dehors, mais je suis marié maintenant avec une autre femme. Avant que l'enfant ne puisse porter mon nom là, éclaireur là, il faut d'abord qu'il y ait le consentement du commissaire de justice, mais aussi, il faut aussi que la femme que j'ai mariée qui est chez moi aussi accepte que l'enfant la porte mon nom. Ça aussi, c'est devenu un changement dans la loi. Il faut que les gens comprennent. De plus, c'est très important, la femme mariée a l'usage de droit du nom du mari et non obligation. Et l'ordre dans lequel son nom doit s'inscrire est. Ça veut dire maintenant là, une femme qui est mariée, la femme d'éclaireur là, si elle veut, elle peut prendre le nom de famille d'éclaireur. Si elle veut, elle peut ne pas prendre le nom de famille de l'éclaireur. Ça maintenant, ça est dans la loi. Alors que l'ancienne loi dit, si tu es marié là, on mettait le nom de famille de la femme plus épouse, le nom de famille du monsieur, et puis maintenant on met le reste du nom de la femme quand elle était jeune fille. Maintenant, ça a changé. La femme là, si elle veut, elle peut porter le nom de famille d'éclaireur. Si elle veut, elle peut ne pas porter le nom de famille d'éclaireur. Ça étant bien fait. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, c'est que je vous ai expliqué comment ça se faisait là. Le nom se faisait là. On met par exemple, si la femme d'éclaireur s'appelle peut-être Yao, on met peut-être Yao, épouse, éclaireur, ça c'est le nom de famille d'éclaireur. Et si elle s'appelle peut-être Akissi Amena, et puis on ajoute Akissi Amena dessus. Maintenant, dans la nouvelle loi là, si elle veut, elle ne porte plus le nom de famille d'éclaireur. Si elle veut aussi, elle peut porter. Mais, ce qui change maintenant, c'est l'ordre dans lequel le nom doit s'écrire. Maintenant, voilà comment ça va se faire. Madame, suivi de ses noms et prénoms de jeune fille. Maintenant, la femme, là, on ne va plus l'appeler Yao, épouse, éclaireur. Voilà la nouvelle structure. On va l'appeler maintenant Madame Yao Akissi Amena, épouse, éclaireur pro vérité. Donc, si vous voulez, c'est le contraire de l'ancienne appellation. Et ça, c'est très bon de signaler cela. À en croire le conférencier, la dot, tout comme le mariage religieux, même s'ils n'ont plus le caractère d'infraction, n'ont aucun fondement juridique selon la nouvelle loi. Et donc, une chose aussi importante à signaler, dans l'ancienne loi, la dot était considérée comme contraire à la loi, même si elle n'était pas punie. Et aussi, le mariage religieux aussi n'était pas vu comme quelque chose de bien par la loi. Et donc, maintenant, dans la nouvelle loi, là, la dot n'est pas un crime, même si ils ne font pas caractère d'infraction. Et ça, on ne peut pas condamner quelqu'un aujourd'hui parce qu'il a donné dot, comme dans l'ancienne loi, comme aussi les mariages religieux ne peuvent pas faire caractère ou représenter une infraction. Et donc, si tu fais, c'est bon. Si tu ne fais pas, c'est pas mauvais. Et donc, ça ne gâte rien. Donc, ça veut dire, ceux qui donnent dot là, continuent à donner dot. Ça fait partie de notre tradition. Ils ont adapté nos règles. Et dans toute société qui se respecte, il y a aussi l'aspect religieux. Et donc aussi, ils ont essayé de fermer, en quelque sorte, ils ont fermé les yeux sur ça pour dire, ah, nous tous on fait ça. Même Alassane Ouattara, il a payé dot.
Même Alassane Ouattara, il a fait mariage religieux. C'est une manière de plaisanter, mais c'est pour dire que ils ont adapté ce facteur à notre culture et ce qui n'est pas forcément mauvais. On n'a pas tout expliqué. Et donc, ceux qui auront des questions, peut-être si on a le temps, on va vous permettre de la poser. Et donc, c'était une information tirée du centre d'information du gouvernement, le CICG. Deuxième sujet, vague de départ des militants du PDCI au RHDP. Voici ce que le parti de Bédié n'apprécie pas. Plusieurs cadres et militants du PDCI ont décidé de quitter leur parti pour déposer leurs valises au RHDP. Le dernier départ en date est celui de Narcisse Indri, l'ex-directeur de cabinet de Bédié. Revenant sur les 10 départs de militants de son parti vers celui du pouvoir, le porte-parole du PDCI, Soumaïla Bredoumi, à lors d'un déjeuner de presse tenu le mardi à la maison du PDCI à Cocody, dénonçait les arguments peu convaincants des partants pour justifier leurs actes. Ce que nous n'apprécions toutefois pas, c'est le manque de responsabilité de certains de ces transfuges qui veulent utiliser des arguments peu convaincants pour justifier ou se dédouaner de leur départ qui était attendu depuis un certain temps. A dénoncé M. Soumaïla Bredoumi, pour qui certains de ces partants n'étaient qu'en transit au PDCI car venant d'ailleurs. Nous espérons qu'au lieu où ils ont posé leur bagage, ils en feront cette fois une résidence permanente, a-t-il nargué, et de rappeler les propos d'Henri Konan Bédié, pour qui ces défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient ébranler le PDCI. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction, a-t-il cité. C'est un article de Lambert Kwame. Et si nous avons lu cet article-là, ça fait rire et en même temps c'est cocasse et loquace. Mais si ces gens-là, ces départs-là ne vous font pas mal, pourquoi même en faire cas? C'est parce que ça vous fait mal que vous en parlez. Mais ce qui est le plus intéressant, que j'aimerais aussi signaler ici, c'est que le PDCI doit bien se poser la question, pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de partir? Et nous sommes tous d'accord que ceux qui viennent, en majorité, ne viennent pas par conviction. J'ai déjà expliqué les raisons pour lesquelles ils viennent. Et donc, on ne va pas tromper quelqu'un ici. Mais quand on voit la réaction de M. Soumaïla Bredoumi, c'est comme quelqu'un, ta femme t'a refusé. Elle dit, je ne veux plus de toi. Mais c'est toi qui cours pour aller partout dans la ville pour dire, moi, je ne veux plus cette femme-là. Je ne veux plus cette femme-là. Frère, c'est parce qu'elle a mis son gourmet sur toi. Ça, là, c'est le discours de gourmet. Ça, là, ça vous fait mal comme ça. C'est ça aussi qui est la réalité. Donc, tu as crié, là. En réalité, là, tu as pris des bains. PDC est en train de prendre des bains. Ça aussi, là, il faut reconnaître. Même si ceux qui viennent là, nous, on n'a pas confiance en eux là. Ça veut dire que votre parti là, ça fait plus recette. Et donc là, quand j'ai fait la forme imagée pour dire, voilà un homme qu'une femme a refusé, et c'est lui qui court dépoilé devant les gens pour dire, ah non, celle-là, moi, je ne veux plus d'elle, moi, je ne veux plus d'elle. Frère, c'est parce qu'elle me met à refuser avant. Ça te fait mal. Et donc, tu cries devant les gens. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On connaît les saisonniers politiques. On a vu ici le temps de Bédié. On a vu ici le temps de Babo, où les Fologos sont partis dire que ce sont les Babos qui sont les héritiers d'Oufoué. Les saisonniers politiques, ils ne nous impressionnent pas. Nous-mêmes, on sait qu'ils sont en transit aussi chez nous ici, au RHDP. Nous-mêmes, on sait ça. Ils ne sont pas là par conviction. Ils sont venus au restaurant, c'est pour manger. Quand leurs ventes seront remplies là, on sait aussi qu'ils vont partir. Et donc, gérer votre gourmet entre vous là-bas, nous, ça ne nous intéresse pas. Et nous-mêmes, les saisonniers qui viennent là, eux-mêmes, ils savent que nous, on sait qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas là pour durer. On sait qu'eux-mêmes, ils savent que nous, on sait qu'ils sont venus pour espionner. Et donc là, ça ne nous intéresse pas. Il fallait qu'on vous dise ça. Cela nous fait passer au sujet numéro 3, qui est un article du journal en ligne Kwasi, qui a pour titre « Adjoumani se démarque des velléités de candidature de son collaborateur Aidé Serge au régional à Agboville et apporte son soutien à Pierre Demba ». Aidé Serge Patrick, inspecteur au ministère de l'Agriculture et du Développement rural et secrétaire départemental adjoint du RHDP à Agboville,
a annoncé le week-end dernier sa candidature au scrutin régional de 2023 dans l'Agnébi Tiassa pour dissiper tout malentendu avec son collègue de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Demba. Le ministre Kombena Kwasi Adjumani a tenu à clarifier les choses. J'ai voulu faire cette précision pour que mon jeune frère Demba sache que je suis avec lui. En tant que porte-parole principal du RHDP, je ne peux pas demander à un collaborateur d'aller tenir de tels propos. Ça n'engage que lui, a insisté le porte-parole du RHDP, a-t-on rapporté. Adjumani dit avoir demandé à aider Serge Patrick de choisir entre être candidat au conseil régional et être mon collaborateur. Je ne peux pas comprendre qu'il soit l'adjoint du secrétaire départemental du RHDP, donc sous la gestion du ministre Demba, et aller faire une telle déclaration. Le porte-parole principal du RHDP a-t-il déclaré. Avec la sortie de son patron, Aidé Serge Patrick, dit le Caïman d'Aboville, va-t-il renoncer à sa candidature contre Pierre Demba au conseil régional ou prendre le risque de perdre son poste au ministère de l'Agriculture? Et donc, mesdames et messieurs, cet article est intéressant à la fois où il nous montre une situation. Et nous avions dit cela ici, que l'immaturité même du directoire du RHDP allait causer d'énormes problèmes. Et là, vous voyez dans cet article-là, il y a un monsieur qui s'appelle Aidé Serge Patrick qui travaille au ministère de l'Agriculture avec Adjumani. Et il veut se présenter contre le ministre actuel de la Santé à Aboville aux élections du conseil régionaux à venir. Maintenant, Adjumani, qui est le porte-parole du RHDP, dit qu'il n'est pas d'accord avec Aidé Serge. Et donc, il a dit à Aidé Serge, si tu veux te présenter contre Demba, là, moi, je vais te chasser. Tu ne vas plus travailler au ministère de l'Agriculture. Et donc, ça devient ici une forme de chantage. Est-ce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui demande à quelqu'un de ne pas se présenter à une élection? Ça, c'est la première chose que j'aimerais critiquer. Si M. Aidé Serge veut se présenter, c'est vrai, il y a les lois internes du RHDP. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi un Ivoirien qui peut se présenter? Est-ce qu'il n'est pas aussi un Ivoirien qui peut peut-être proposer de nouvelles choses en tant que conseil régional? Parce qu'on va me dire non. Si on parle de cumul de postes, Pierre Demba est ministre. M. Serge Aidé travaille au ministère de l'Agriculture. Et les deux veulent postuler pour un poste. C'est là que vous découvrez donc la mauvaise posture du directoire. Et c'est ça, on vous a dit. Si vous ne faites pas acte de justice, les faits ne feront que vous rattraper. Et vous voyez que chaque jour, il y a de nouveaux détails qui viennent et qui vous confrontent à vos limites. Voilà aujourd'hui un cas où vous êtes obligé d'utiliser l'influence d'Adjumani pour essayer d'apporter une injustice. Serge Aidé, tout comme Pierre Demba, sont des fils d'Aboville. On ne peut pas donner plus de droits à un. Est-ce que dans le RHDP, on n'a pas les mêmes droits? Quels sont les droits que Pierre Demba a de plus que Serge Aidé dans le parti RHDP? Et donc voilà une contradiction encore qui s'impose à vous et qui va faire encore, qui va diviser, fragiliser le parti à Aboville. Parce que les partisans de Serge Aidé là vont dire peut-être qu'ils ne vont pas voter ou bien vont se dissocier de toute action. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter la voix du peuple. On ne prend pas le temps d'être sérieux dans notre démarche. Pourquoi ne pas organiser une élection primaire entre les deux? Au lieu de menacer le plus faible, qui est Serge Aidé, pour dire tu vas perdre ton poste. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette posture d'Adjumani. C'est un monsieur que j'aime très bien. Mais utiliser le chantage pour dire à un Ivoirien qui veut exercer son droit d'être candidat, pour dire si tu deviens candidat, il faut que tu quittes mon ministère. C'est un chantage honteux. Il faut qu'on quitte dans cela. Je ne connais pas Serge Aidé. Je ne connais pas Pierre Demba. Monsieur Adjumani, on s'est vu en 2021 à Manhattan, à New York ici. On ne s'est même pas parlé. Voilà, moi je l'ai vu. Sinon peut-être que lui ne m'a même pas vu. Voilà. Donc on ne se connaît même pas. Et donc j'ai l'intérêt de ne connaître personne parmi ces trois personnes. Mais ce que je dis, je parle dans l'intérêt du parti. On ne peut pas traiter les problèmes de façon spécifique, mais en utilisant la mauvaise méthodologie.
On a pu faire une élection locale dans une région dont j'oublie le nom. Pourquoi? Partout où il y a des problèmes, on ne fait pas asseoir Pierre Demba et aider Serge pour trouver une solution. Si on ne trouve pas une solution dans le compromis, allons directement aux élections primaires. Et les gens vont choisir. Moi, je le dis et je le redis, le RHDP est en train de lui-même se fragiliser en adoptant les mauvais choix parce que le directoire a déjà une idée arrêtée et ils veulent imposer des candidats. Mais c'est ce que j'ai dit. Sachez aussi que de la même manière que vous avez des ambitions là, vous serez obligé aussi d'accepter que de la même manière qu'il est légitime pour vous d'avoir des ambitions, sachez aussi que les autres qui sont là ont aussi le droit d'avoir ces mêmes ambitions-là et de les exercer. Et vous aurez plus de confrontations et vous aurez plus de problèmes parce que vous refusez de voir la vérité et de prendre la solution. Et c'est pourquoi le Christ disait, si vous voulez aller au Père, suivez-moi car je suis le chemin. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a pas deux voies. Tant qu'on ne suivra pas le chemin de la vérité et le chemin que le chef de l'État a dit d'écouter les militants là, de tels problèmes vont s'opposer. Demain encore, vous allez voir d'autres problèmes. Ainsi de suite. On a signalé. Les gens avaient dit qu'on était en train de mentir, mais vous ne ferez que voir ce genre de problème-là dans diverses formes, mais en réalité, c'est les mêmes problèmes qui persistent. Et ça, c'était important d'en parler et de pouvoir évoluer dans le développement que nous faisions. Et donc, avant de continuer, nous allons souffler un peu avec Sundiata le Conquérant, qui a de très belles choses à nous dire. Nous allons l'écouter. Et après, donc, on va continuer à faire le développement du festin intellectuel. Et donc, on écoute le Conquérant ici. Bonjour ou bonsoir à tous, comment vous allez? Je me porte bien. Je voudrais m'exprimer aujourd'hui sur deux sujets. Le premier sujet concerne les grandes entreprises SODECI. Le deuxième sujet concerne la carte de séjour en Côte d'Ivoire qui est l'objet de polémiques inutiles. Alors, il faut dire que depuis 2011 jusqu'à maintenant, nous avons constaté partout sur toute l'étendue du territoire ivoirien la construction de centrales électriques, la construction de lignes électriques haute tension, moyenne tension et surtout l'abonnement de plusieurs nouveaux foyers au réseau électrique. C'est une excellente nouvelle, d'autant plus que ça permet à beaucoup plus d'Ivoiriens d'avoir accès à l'électricité. En ce qui concerne l'eau potable également, c'est pareil, il y a beaucoup de foyers qui ont accès facilement à l'eau potable à travers le réseau de distribution SODECI. Alors, il faut d'abord saluer cet excellent travail qui a été effectué ces 11 dernières années. Aujourd'hui, nous voulons insister sur un aspect qui est celui de se rapprocher des clients pour pouvoir avoir accès aux compteurs d'eau, aux compteurs d'électricité et aussi pour résoudre les préoccupations des abonnés CIE et SODECI. Abidjan est déjà une grande ville. Vous allez constater que aujourd'hui, dans toutes les grandes communes d'Abidjan, il y a des agences CIE et SODECI. Et de plus en plus, il commence à avoir quelques agences secondaires dans certaines communes. Ceci pour se rapprocher davantage du client et pour mieux résoudre les préoccupations du client. Au-delà d'Abidjan, il faut constater que des villes comme Bouaké, Korogo, Sampedro, Gagnoa, Dalwa, Yamoussoukro, Man, Ferkessédougou,
Abangourou, Bundjali sont en train de s'agrandir de plus en plus avec un plus grand nombre de populations, avec de nouvelles constructions, ce qui suppose qu'il faut de nouveaux abonnements CIE et SODECI, qu'il faut également traiter un plus grand nombre de factures et aussi il faut prendre en compte un plus grand nombre de préoccupations venant des abonnés CIE et SODECI. Une grande ville comme Bouaké, il y a l'agence centrale au commerce qui est chargée de résoudre les préoccupations des abonnés. Il y a également une autre base qui est un centre de transformation qui abrite des travailleurs. Donc, cette base-là n'est pas dédiée aux clients en tant que tel. Puisque là-bas, c'est un centre de transformation. Et il y a un autre site de la CIE. Celui-ci, c'est un centre de santé des travailleurs. Un peu comme Bouaké, il y a quelques centres de transformation sur toute l'étendue du pays où il y a des travailleurs de ceux qui travaillent, mais je précise, ces centres de transformation ne sont pas là pour traiter des cas d'accès au compteur d'eau ou de courant, l'eau pour ce qui concerne SODECI, ou pour éditer des factures ou traiter des factures ou encore prendre en compte les réclamations, les préoccupations des clients. Alors aujourd'hui, en évoquant ces sujets, il s'agit de faire quoi exactement? Il s'agit de faire des propositions de sorte que la CIE et la SODECI se rapprochent des clients. SODECI, vous avez des agences qui reçoivent les clients, qui traitent les préoccupations des clients. Il y a des stations de pompage, il y a des stations d'assainissement, des stations de refoulement. Au niveau de la SODECI, et même il y a des stations de traitement d'eau. Donc il y a plusieurs types de sites en fait au niveau de la SODECI. Mais aujourd'hui, le cas sur lequel nous voulons nous appesantir, c'est plus précisément les agences CIE ou SODECI qui ont pour compétence de traiter les préoccupations des clients et des abonnés, c'est-à-dire l'accès au courant d'eau ou d'électricité, le traitement des factures, le paiement des factures ou encore les réclamations et les préoccupations des clients. Aujourd'hui, Bouaké, Korogo, Yamoussoukro, Gagnoa, Dalwa, Man, Abangourou, Ferkessédougou, Bundjali, ce sont des villes qui se sont agrandies avec un plus grand nombre d'habitants et un plus grand nombre d'abonnés. Et lorsque les gens font les cartes statistiques aujourd'hui, ils peuvent se rendre compte très facilement que le nombre de nouveaux abonnés s'est accru ces 11 dernières années. Paradoxalement, c'est toujours les agences qui étaient là avant 2011 qui sont toujours chargées de traiter les cas d'accès au compteur d'eau ou de courant, les cas d'édition de factures, de paiement de factures, les cas de réclamation et d'autres préoccupations. Nous trouvons qu'à partir du moment où le nombre d'abonnés s'est accru ces dernières années
dans ces grandes villes, il est important de penser à construire des agences secondaires au sein de ces grandes villes. Ceci pour se rapprocher davantage du client, ceci pour être beaucoup plus efficace, ceci pour pouvoir permettre aux nouveaux abonnés et aux clients d'être dans de bonnes dispositions, d'être bien traités qu'auparavant. Parce que aujourd'hui, ceux qui habitent dans ces villes peuvent témoigner très facilement qu'il n'est pas du tout facile de pouvoir avoir accès à un compteur d'eau de courant, qu'il n'est pas du tout facile également de pouvoir résoudre son problème auprès de ces structures, compte tenu du fait qu'il y a un plus grand nombre de clients. Ce que nous souhaitons, c'est de construire de nouvelles agences secondaires dans ces villes. Les villes de Bouaké, Korogo, Yamoussoukro, Gagnoa, Daloa, Man, San Pedro, Abangourou, Bundiali, Ferkessédougou méritent de nouvelles agences secondaires CIE SODECI, compte tenu du fait que la demande en eau et en électricité est toujours très forte et compte tenu du fait que il y a un plus grand nombre de clients à traiter. Et les gens, ils peuvent remarquer également que, comme j'ai eu à le dire déjà, de plus en plus, les clients, ils ont des préoccupations. Mais pour traiter ces préoccupations, il faut évidemment que ces agences-là soient beaucoup plus efficaces. Mais pour être efficaces, ce que nous voyons en ce moment sur le terrain, c'est qu'il est nécessaire de construire de nouvelles agences. Ceci pour améliorer la qualité des services, ceci pour se rapprocher davantage du client, ceci pour mieux traiter les clients. Et ceci pour satisfaire la demande également. Nous souhaitons vivement que ces préoccupations soient prises en compte parce que vous allez vous rendre compte que ce soit l'eau comme l'électricité, nous l'avons dit déjà, la demande elle est forte. Pour satisfaire aujourd'hui la demande, il faut de nouvelles agences dans ces grandes villes. Je reviens sur les villes où il faut construire de nouvelles agences secondaires pour traiter les clients. Ici, il s'agit des villes de Bouaké, Kourou, Yamoussoukro, Gagnoa, Daloa, Man, San Pedro, Abangourou, Ferkessédougou et Bundiali. Il est important de penser à construire ces agences secondaires parce que, comme nous l'avons dit déjà, il faut améliorer la qualité des services et il faut se rapprocher davantage des clients pour résoudre leurs problèmes. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, il y a une polémique inutile en ce qui concerne la carte de séjour. Et nous ne comprenons pas ce que recherchent exactement les détracteurs de cette décision. Nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, quand vous allez dans n'importe quel pays du monde, au-delà des institutions sous-régionales, vous allez vous rendre compte que facilement, il y a la carte de séjour. La carte de séjour pour les ressortissants de la CEDEAO n'est pas
à l'ordre du jour. Il s'agit de la carte de séjour pour les ressortissants hors CEDEAO et pour les citoyens des institutions sous-régionales de l'Afrique. Et en la matière, la Côte d'Ivoire décide même de faire mieux. En proposant les 300 000, nous ne comprenons pas cette polémique. En Afrique centrale, il y a beaucoup de pays où on paye 600 000, 800 000, voire plus pour une carte de séjour lorsqu'on n'est pas de l'Afrique centrale. Nous ne comprenons pas. Le débat, il est où? Et la Côte d'Ivoire décide de dire que la carte de séjour pour les Français, elle est de 150 000 francs CFA. Où se trouve le problème? Nous ne voyons pas où se trouve le problème. La Côte d'Ivoire est libre de prendre les décisions qu'elle veut. La Côte d'Ivoire est suffisamment libre de prendre les décisions qu'elle veut. La Côte d'Ivoire même pouvait dire, compte tenu de la proximité avec les Français, nous faisons la carte de séjour, peut-être même à 50 000 francs CFA ou bien même gratuitement pour les Français. Le problème, il est où? Le pays prend sa décision selon ses intérêts et selon sa vision politique. Où se trouve le mal? Nous ne voyons pas. Les détracteurs qui en général sont des Maliens ou bien d'autres ressortissants, mais chez vous, il y a carte de séjour. Il y a la carte de séjour chez vous pour des ressortissants de d'autres pays. Donc je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Donc à un moment donné, il faut arrêter les polémiques inutiles. La Côte d'Ivoire est le pays au monde qui est le plus gentil avec les non-nationaux, sinon les étrangers. La Côte d'Ivoire est le pays au monde qui est le plus gentil avec les étrangers. Personne ne nous dira le contraire. Nous tous avons séjourné dans d'autres pays déjà, parfois de la sous-région ou bien dans des pays un peu loin. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe dans beaucoup de pays du monde. Voilà. Le taux d'étrangers ici, le taux d'étrangers en Côte d'Ivoire, il est élevé autour de 30% à peu près. Voilà. La Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop gentil avec les étrangers. Nous ne voyons pas, nous ne savons pas pourquoi il y a cette polémique inutile. Pour ceux qui sont de la CEDEAO, il n'y a pas carte de séjour. Maintenant, nous comprenons que des aigris venant du Mali ou bien des aigris étant des ressortissants du Mali, aujourd'hui, compte tenu de la situation, profitent pour raconter des bêtises. Le Mali dit qu'il ne veut plus voir les Français, qu'il veut coopérer avec la Russie. Il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème avec ça, mais nous, la Côte d'Ivoire, nous disons que les Français font notre affaire. Partant de là, nous décidons de réduire la carte de séjour pour les Français. Où se trouve le problème? Vous avez dit que vous voulez coopérer avec la Russie. Mais vous êtes libre de faire la carte de séjour gratuite pour les Russes. Personne ne va s'en plaindre. Personne ne va s'en plaindre. Donc, nous pensons qu'il faut arrêter parfois avec ces polémiques-là qui ne servent à rien du tout. La Côte d'Ivoire est trop gentille avec les non-nationaux. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Mais dans le monde, il y a des règles. Dans plusieurs pays du monde, il y a la carte de séjour. La Côte d'Ivoire ne fait pas exception à la règle. La Côte d'Ivoire ne fait que suivre ce qui existe déjà un peu partout en fixant des montants pour la carte de séjour. Donc maintenant, si certains pays frères, notamment le Mali, la Guinée ou le Burkina, d'autres qui ont pour ambition de quitter la CEDEAO, il n'y a pas de problème, quittez. Si vous quittez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous serez obligé, si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, de payer les 300 000 francs CFA pour la carte de séjour. Pour l'heure, ce n'est pas encore le cas. Vous êtes au sein de la CEDEAO. Certains de vos compatriotes traitent la Côte d'Ivoire des pays vendus
certains ressortissants du Mali, du Burkina ou de la Guinée traitent le président ivoirien d'un président qui a vendu le pays à la France ou bien d'un président qui est devenu le sous-préfet. Nous disons qu'il n'y a pas de problème. Nous sommes sous-préfets de la France, mais la réalité c'est que la Côte d'Ivoire avance. Et nous préférons ça que de taper poitrine et de croupir dans la misère. En tout cas, nous préférons être des sous-préfets et être en développement que d'être des gens qui bandent poitrine alors qu'ils sont en train de descendre tout droit dans la misère. En tout cas, chacun choisira. Mais nous avons déjà fait notre choix. La décision qui a été prise pour l'heure ne vise ni des Guinéens, ni des Maliens, ni des Burkinabés. Nous sommes tous de la CEDEAO. Mais en fixant déjà le tarif à 300 000 francs CFA pour les ressortissants hors CEDEAO, vous qui êtes en train de dire que vous voulez créer une certaine fédération partant de la Guinée, en passant par le Mali jusqu'au Burkina, comprenez que si vous quittez la CEDEAO, désormais si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez devoir payer pour la carte de séjour. De cette même manière, si vous imposez une carte de séjour au Mali, au Burkina ou bien en Guinée, ça je parle au cas où vous décidez de quitter la CEDEAO. Si vous décidez de quitter la CEDEAO, si vous quittez la CEDEAO, si un Ivoirien aussi va en Guinée, au Mali ou au Burkina, certainement, il sera amené à payer la carte de séjour. Pour l'heure, nous n'en sommes pas là, mais une chose est sûre, ceux qui sont en train de taper poitrine pour dire qu'ils veulent quitter CEDEAO, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre, vous êtes souverain, vous faites ce que vous voulez, parce que vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Mais sachez que, en tout cas, ce qui est là, celui qui quitte la CEDEAO, s'il vient à Abidjan, ou bien à Bouaké, ou bien même s'il arrive à Ouagadougou, ou bien s'il arrive à Noé, en tout cas, il va payer pour la carte de séjour. Et ce sera 300 000 francs CFA. Mais pour l'heure, les Français, nous avons dit que nous faisons à 150 000 francs CFA. Ça, c'est notre droit. Personne ne peut nous juger pour ça. Et nous sommes libres même, si nous voulons, de faire la carte de séjour gratuite pour les Français. Il faut que cela soit suffisamment clair pour tous. Donc, la décision qui a été prise par le gouvernement ivoirien de fixer la carte de séjour à 300 000 francs CFA pour les ressortissants hors CEDEAO et 150 000 francs CFA pour les Français est une très bonne décision. Nous l'assumons, nous allons la soutenir. Ceux qui pensent que ce n'est pas normal, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais nous disons que nous avons également notre destin en main. Nous faisons ce que nous voulons également. Merci bien. Excellente journée à tous. Nous disons merci à Sundiata le Conquérant qui vient de nous édifier. Comme je le disais à l'entame de l'émission, c'est une classe où on est dans la disposition d'apprendre autant que de donner. Merci à Sundiata le Conquérant pour cette belle intervention. Et il me semble que nos amis de YouTube n'ont pas entendu ce qui s'est passé, mais soyez-en rassurés, vous aurez une autre version de l'émission où vous pourriez entendre tout. Et donc, ne vous faites point de souci à cet effet. Et donc, nous allons continuer avec les bonnes nouvelles. Depuis qu'Alassane Ouattara est au pays, ce qui est le plus difficile, c'est de dormir. Quand tu te lèves le matin, il y a toujours une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous avons à vous annoncer, elle nous vient de notre frère Ouattara Siaka David. Ethiopian Airlines, à partir du 3 juin 2023, va reprendre ses vols New York-Abidjan, direct. Il n'y a pas de transit. On ne va pas aller en France pour aller écouter les gosses vilains dans les avions. Pour aller... Non, ça c'est fini. Ils faisaient ça avant, mais ils vont reprendre. Ça veut dire le 3 juin 2023, là. Si tu veux aller à Abidjan, là, tu es à New York, là. Tu prends ton truc, c'est seulement 10h, 11h du temps. Tu es à Abidjan, tranquille. Tu n'as pas besoin d'aller t'embêter à Paris. Tu n'as pas besoin de faire le tour du monde. Tu n'as pas besoin, on n'aura plus besoin
d'aller partout dans le monde pour arriver à Abidjan. Ça, c'est une très bonne nouvelle, mais c'est Ouattara. C'est Ouattara. Air Côte d'Ivoire aussi va commencer à voyager pour aller en Afrique du Sud direct. Et puis aussi pour aller au Maroc direct. Ça, c'est un déluge de bonnes nouvelles. Quand tu vis avec Papa Bonheur, il faut savoir que le bonheur sera ton quotidien. Et on le dit, avec Ouattara, tout le monde aura sa dose de progrès et de bien-être. Et ça, je dis merci à nos dirigeants qui chaque jour nous surprennent positivement. C'est vraiment très intéressant. Et donc, mesdames et messieurs, on va continuer. Il y a un journal, une poubelle ambulante qu'on appelle le quotidien d'Abidjan. C'est un journal de fou. Parce que si tu veux devenir fou, la meilleure méthode de devenir fou rapidement, il faut commencer à lire ce journal-là. Déjà, pour ceux qui veulent s'en convaincre, quand vous prenez le titre de certaines parutions de ce journal-là, vous vous demandez, mais si c'est sur la Terre, la planète Terre qu'on est. Par exemple, quand je prends le numéro 2698, on dit le régime de Ouattara lance la fatwa contre Soro Guillaume. Quand je prends le numéro 2899, Abou Sissé crache du feu. Quand je prends d'autres numéros, si je vous donne ça, c'est pour vous montrer combien de fois ils sont aux antipodes de la réalité. Quand je prends le numéro 2977, comment Soro malmène le régime Ouattara. Et quand je prends par exemple le numéro du 10 décembre 2022, si Ouattara s'amuse, il partira par la petite porte. Soro cogne fort et nargue le régime Ouattara. Etc. etc. C'est ce même journal poubelle qui vient encore de nous faire sortir l'une de ses parutions après la condamnation des pro-Soro. Ce même journal des fous, le quotidien d'Abidjan, titré condamnation en appel des pro-Soro, comment la réconciliation devient difficile. Et là, notre père Alexis Diet a écrit un article pour donner une belle réplique. Et elle s'intitule « L'impunité n'est pas une source de réconciliation nationale ». Et je crois que le titre est clair. Ceux qui pensent qu'on va utiliser l'impunité comme un moyen de vie et toujours crier réconciliation là, ce n'est pas avec quelqu'un que vous allez vous réconcilier. Allez vous réconcilier d'abord avec vous-même. Et allez vous réconcilier avec la bonne morale. Et donc, j'ai lu le texte. L'impunité est source d'injustice, de division interne et de désunion nationale. Elle n'est pas une source de justice, de réconciliation et d'union nationale. La demande d'impunité n'est pas une demande de justice, n'est pas une demande de réconciliation, n'est pas une demande d'unité nationale. Elle est un appel à l'injustice, à l'inégalité et à l'anarchie. Elle est une contestation de l'ordre républicain et démocratique. Les acteurs politiques qui en font leur programme sont par définition des autocrates, ennemis de l'état de droit, ennemis de la République, ennemis de la République. En vérité, il faut le savoir et le dire, nul n'est au-dessus de la loi. Et la sécurité publique repose sur la contrainte juridique et la sanction pénale légale qui garantissent la liberté personnelle de chaque citoyen dans la cité. Ce consentement citoyen à la légitimité de la contrainte juridique, à la prééminence de la loi sur les arbitraires personnels est l'un des principes élémentaires du contrat social. Et ce texte répond tellement bien, et ma foi, il est facile à comprendre. On ne va plus accepter les subterfuges qui consistent à dire qu'il faut se réconcilier. Peut-on se réconcilier avec un criminel endurci? Peut-on se réconcilier avec quelqu'un qui a juré de planter le couteau dans le cœur de la patrie? Peut-on se réconcilier avec quelqu'un qui ne sait même pas qu'il faut respecter ses aînés? Peut-on se réconcilier avec quelqu'un qui est encore en phase de collaborer avec des djihadistes pour essayer de faire mal au pays? Non. Moi, je le dis, la condamnation des soroïstes, même ceux qui ont échappé,
ça me fait extrêmement mal. On aurait voulu les voir tous croupir au cachot. Et donc, mesdames et messieurs, vu que nous sommes déjà pris par le temps, on va terminer définitivement avec une autre bande audio de Meïté Tefet, qui était une belle sortie pour les ignorants qui sont sur la toile et qui disent n'importe quoi. Il a eu ici à faire une très belle réplique que certains vont aimer, et donc on va la jouer. Et après cela, je vais prendre peut-être 2 ou 3, 4 questions et on va pouvoir mettre fin au direct de ce jour. Et donc, on écoute ici ensemble. Ok, big up famille. Merci à tous ceux qui vont partager cette vidéo-là après. Voilà. J'ai rien compris. J'étais en train de dormir et puis j'entends wow. Je me réveille, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? On me dit ah, le président ivoirien a mis bim. Je dis ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que non, on dit il y a 4 des résidents pour les étrangers qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Et il y a le prix de cette carte-là qui diffère. Les Français ont les prix à part. Nos cousins, comme on dit, on est sous-préfecture de la France, là, nos cousins, ils ont les prix à part. Maintenant, les pays hors CEDEAO, ils ont les prix aussi à part. Mais ce que je n'ai pas compris, les panafricains ont pris ça pour charger. Wow! C'est un foutaise! Rentrer ici, sortir ici, alors que ces mêmes panafricains là, quand ils ont rendez-vous pour avoir titre de séjour en France ici, ils sont prêts à aller dormir devant la préfecture. Tellement ils ne veulent pas rater ça. Et ils sont fiers même de payer plus de presque 260 € pour retirer les titres de séjour. Et pour renouveler là, c'est 3 mois avant ils prennent rendez-vous. Tellement ils ne veulent pas rater l'occasion. Maintenant, nous, on est sous préfecture de la France. Nous, on a mis les mêmes règles pour que ceux que les panafricains galvanisent là, eux aussi là, ils vont dormir devant les préfectures de la Côte d'Ivoire en tant que sous-préfecture de la France pour prendre les titres de séjour. Pourquoi ils sont en France ici? Ça les fait pas mal de payer titre de séjour et ça les fait mal de payer titre de séjour dans la sous-préfecture de la France. Mais si vous ne voulez pas, vous dites Mali est berceau du panafricanisme. Burkina est berceau du panafricanisme. Mais partez là-bas encore il n'y a pas un cadre de séjour. Les Camerounais même qui ont pris combat de Mali et Burkina pour charger là. Partez au Burkina, partez au Mali. Laissez la France et sa sous-préfecture dans la main des trucs des Français. Côte d'Ivoire, pour faire la pièce d'identité, on dit 5 000. Nous, on ne s'est pas plaint. C'est-à-dire, nous-mêmes qui sommes les enfants du pays là, pour avoir notre pièce là, on paye. Nous, on dit, on est d'accord. Maintenant, vous qui n'êtes pas les enfants du pays, ni de la CEDEAO, pourquoi ça vous fait mal? C'est pour vous, on doit faire gratuit, alors que l'Ivoirien même paye pour avoir sa pièce d'identité. Les gars, soyez sérieux. Hein? Dites la vérité aux gens, que vous dormez devant les préfectures ici, pour prendre votre titre de séjour. Et vous êtes fiers même de payer presque 300 €. Ça dépend des titres. Parce que 10 ans, c'est plus que ça. Donc si vous êtes fiers de payer ça, encouragez vos panafricains qui sont en Afrique là, de payer aussi ce prix-là pour la sous-préfecture de la France, ou au pire, vous partez dans le berceau de trucs du panafricanisme qui est Mali et Burkina. Là-bas, il n'y a pas de carte de séjour. Vous pouvez circuler librement. Où est le problème? Moi, je vais dormir, arrêtez de me réveiller avec vos cris wow là. La Côte d'Ivoire avance. Voilà. Donc, allez, c'était le clin d'œil à tous ces panafricains là. Ils sont en France,
ils veulent combattre la France qui sont panafricains. Côte d'Ivoire qui est sous-préfecture de la Côte de la France, ils veulent combattre la Côte d'Ivoire, mais ils veulent venir en Côte d'Ivoire. C'est quelle contradiction ça là? Si vous êtes intellectuel là, dites la vérité aux Africains. Voilà. Allez, ciao, ciao. C'était moi. Et donc, mesdames et messieurs, voilà un peu quelques propos des personnes très lucides que vous venez d'entendre. Et on a fini la présentation de ce jour. Si peut-être des gens ont des questions à poser, on les attend. Et faites-le plus vite, parce que nous avons qu'une dizaine de minutes. Donc, si peut-être vous avez des questions, ou si vous avez peut-être, que ce soit sur YouTube ou Facebook, vous pouvez poser rapidement vos questions. Sinon, ma foi, l'émission est terminée en termes de présentation. Et on ne prend pas de personnes en direct. Et cela aussi n'empêche pas que vous puissiez poser, parce que nous avons posé quelques questions. Et donc, ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser rapidement. Et il y a notre frère Ouattara Siaka qui dit on n'aura plus affaire à ces probabos. Ce n'est pas parce que vous avez fait 33 en France que Air France vous appartient. Il faut dire qu'ils sont très gênants dans l'avion. C'est eux qui parlent et qui savent roucouler la langue de Molière mieux que les Français eux-mêmes, alors qu'ils ont payé classe économique. Mais c'est eux qui font plus de bruit. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont tous les droits dans Air France pour aller en Côte d'Ivoire. Il y a notre frère Ado 100% qui dit ceci. Voilà des gens qui disent qu'ils n'aiment plus les Français. Ils ne veulent plus du franc CFA. Ils veulent quitter la CEDEAO. Pendant que nous, on aime les Français jusqu'à leur faire la carte de séjour moins chère. Nous, on aime tellement le franc CFA. Le CFA nous le rend bien, avec un niveau de développement envié partout. Nous, on aime tellement la CEDEAO qu'on dit, si tu quittes la CEDEAO pour venir rouler sur nos belles routes et profiter de l'électricité obtenue grâce à la collaboration avec la France, le tout financé par le franc CFA, tu vas payer 350 000 francs CFA et ça te fait mal. Voilà un très beau résumé de la situation. Et nous en sommes extrêmement heureux. Et je ne vois pas de questions. On ne va pas aussi bloquer les gens inutilement. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et vous me permettrez de dire merci à tous ceux qui ont mis les cœurs et qui ont fait les partages. Ce sont des milliers de personnes qu'on ne pourra pas finir de saluer. Mais sachez que si vous avez fait les partages et que vous avez mis les cœurs, sachez que vous êtes largement salués. Je veux parler de notre mère Foudado. Je veux parler de Bertie Abdoulaye. Je veux parler de Pradine Savannah. Je veux parler de notre mère Fiona Kora. Et c'est des milliers de personnes. Je veux parler de Kaswat, la machine à mettre les cœurs. Je veux parler de notre mère Adjara Koulibaly, de notre mère Martine Teya, de Youssouf Fane, de Ladji Lameitous, de M. Ouattara S. Mamadou, notre aîné. Je veux parler de Kone Kadiolo Metronoriel. Je veux parler de notre mère Marguerite Aki, Moussa de Milano, Aboubakar Traoré, Bouba Fofana, Ousmane Traoré, Adama Dayo, la belle et ravissante Marion Si Savané, notre mère Madiata Djarasuba, Karas de Ouattara, notre mère bien-aimée Kadiatou Silla. Je veux parler de notre père et le grand maître Olivier Amiral, sans oublier M. Sissé Mohamed, et sans oublier aussi Dieu merci, sans oublier Traoré Vas, Ado 100%, Mekramoko Meite, Doumbia Mamadou, Meite Tefeut, Fofana DG Folo, Boulo Som, et toutes ces autres personnes-là, nous vous disons extrêmement merci. Merci de l'attention que vous portez à notre égard. Merci pour le beau boulot qui a été effectué. Et là, je n'ai pas vu de questions. J'estime que l'essentiel a été dit. C'est notre père qui nous pose une question et il y a le roi qui nous signale que, éclaireur, la situation des candidats au RHDP est très grave. Et oui, ça ne surprend pas, surtout pour ceux qui sont des gens qui veulent dire la vérité par anticipation. Nous, ça ne nous surprend pas. Et donc, les gens ne feront que constater
l'ampleur des conséquences que nous étions en train de décrier. Mais maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est quand les gens voient que ça ne les arrange pas, qu'ils crient maintenant. Alors que nous, on a toujours crié pour que ça arrange tout le monde. Et on a crié par anticipation, mais les gens n'avaient pas compris. Il y a notre mère Pradine Savana qui demandait: ma question concerne les violences, le cas des violences de la jeune fille, ancien Miss Mathématiques qui a été poignardée par la femme de son patron. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. La question, elle est posée. Une jeune fille aurait été poignardée par la femme de son patron. Il faudrait que je maîtrise les tenants et les aboutissants. Si je m'amuse à répondre, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Et donc, j'allais peut-être vous demander, peut-être si vous avez un article qui détaille profondément ce qui s'est passé, là, peut-être après lecture, je pourrais quand même donner mon avis. Il y a notre père Olivier qui demandait: cher éclaireur, pourriez-vous nous dire quelque chose sur le CFA dont le dépôt n'est plus au Trésor? Ça sera dans nos banques centrales. On va mettre ça dans nos banques centrales. Et comme les gens se plaignaient que c'est ça qui fait qu'on ne se développe pas, maintenant que nous, on aura ça, on va voir s'il n'y aura pas de détournement. Et pour certains pays comme le Mali et autres, figurez-vous aujourd'hui, s'il y avait des fonds de réserve qui étaient déposés au Mali, et c'est là que vous allez vous rendre compte de l'irresponsabilité de l'homme noir. Imaginez-vous un pays africain où on va déposer ces fonds de réserve. Et demain, il y a un coup d'État. Et les putschistes s'accaparent de ces fonds-là. Est-ce que ce n'est pas toute l'Afrique de l'Ouest avec son CFA même qui tombe à l'eau? Mais comme on a dit qu'on voulait ça et qu'on est prêt maintenant à assumer, on va assumer. Souvenez-vous de la BAD qui était en Côte d'Ivoire. À cause de notre irresponsabilité, la BAD avait quitté la Côte d'Ivoire. Nous étions Alassane. Et c'est ça, l'irresponsabilité de l'homme noir. Et M. Olivier, vous faites bien de poser la question. Cela doit nous interpeller sur ce qui peut arriver si notre irresponsabilité arrivait à mettre en péril cela. Les Français vont s'asseoir pour se moquer de nous. Il y a M. Karas de Ouattara qui demandait quel est le sort de Abdoulaye Fofana, l'aide de camp de Soro-Guillaume, car depuis son arrestation, il y a un silence. Il y a un silence parce que, je l'ai déjà expliqué ici, M. Fofana Abdoulaye a compris qu'il fallait négocier activement et il a vu et il a compris qu'il a été abandonné en plein vol. Soro-Guillaume a dit que lui ne sait pas où il se trouvait. Et c'est la marque de Soro-Guillaume. Quand il te met dans le pain, après là, il te met sous le bus et puis il t'écrase correctement. Aujourd'hui, Abdoulaye Fofana n'a que ses yeux que pour pleurer. Au départ, il a voulu jouer les durs, mais les preuves étaient tellement accablantes contre lui qu'aujourd'hui, il est passé à table et il a dit beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en liberté. Voilà, il est toujours au cachot. Ça, je peux vous l'assurer. Il y a le roi qui dit pourquoi la liste des candidats RHDP tarde à sortir. Simplement parce que le directoire n'a pas envie de faire franc jeu. Simplement parce que le directoire veut utiliser la mauvaise méthode pour essayer de nous convaincre. Et cela ne passera pas. Et il y a d'autres raisons qu'on ne peut pas dire forcément sur la toile. Mais la décision aujourd'hui dépasse même le directoire lui-même. Et pour ceux qui savent comprendre la méthode de communiquer de l'éclaireur, vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Alassane Ouattara a compris que le directoire lui ment. Et que ce que le directoire veut faire là, c'est de la forfaiture. Et ça, il faut avoir le courage de le dire. Si les choix étaient bien faits, le cas que je viens de vous évoquer aujourd'hui, entre Demba et un collaborateur, Dadjoumani, ne serait pas advenu. Les populations des régions ne se seraient pas levées pour se plaindre. On n'aurait pas fait des élections primaires dans d'autres régions. Mais puisque eux-mêmes ne veulent pas utiliser la bonne méthode,
ils essaient de jouer sur le temps et de jouer sur les consciences en pensant qu'on va oublier. On n'oubliera pas. Et on va dire qu'on n'est pas d'accord avec cette forfaiture tant que la logique des militants et les vrais militants que nous sommes n'est pas respectée. Ces listes que vous allez sortir seront fortement contestés et vont multiplier par votre intransigeance et votre manque de collaboration et de compréhension de ce que le chef de l'État vous dit. On va susciter beaucoup de candidats indépendants. Malheureusement, ce sera le directoire du RHDP qui sera là en train de fragiliser le parti. Ça, il faut qu'on puisse le leur dire en face. Et donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour les questions. Il n'y en a plus. Je vous dis infiniment merci. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Et je souhaite à tous une excellente soirée.